Redo est un perdant faible dont le béguin le déteste pour être un fric. Cependant, lorsque la Terre est soudainement attaquée par des extraterrestres, il obtient la capacité de lui donner des super-pouvoirs en ayant des moments étranges avec elle. Maintenant, ils devront défendre la planète. Pendant que j'essaie de ne pas faire démonétiser cette vidéo. Avant tout cela, quand Redo était jeune, il jouait avec son béguin d'enfance. Karara, au terrain de jeu. Elle était toujours la plus audacieuse, et cette fois-là, elle a attrapé. Il lui prit la main et lui dit qu'ils devraient se tenir la main comme des adultes. C'était tout papillon et paillettes, jusqu'à ce que les dieux les maudissent en envoyant les extraterrestres les attaquer. Ce jour-là, Redo se fit la promesse de devenir un héros. Quoi qu'il arrive. 5 ans plus tard à l'école, un des amis de Redo apporta un magazine spécial Mia Khalifa. À l'école, et les garçons ne pouvaient s'empêcher de rigoler. Ils demandèrent même à Redo de choisir sa fille préférée parmi les pages. Pendant ce temps, les filles en ont assez d'eux, et Karara, sans hésiter, se lève, attrape le magazine et le jette. Contrairement à avant, elle est devenue glaciale envers chaque garçon de l'école, et est maintenant le type anti-garçon par excellence. Date, le garçon aux lunettes qui était ami avec Redo et Karara taquine Redo en disant qu'il s'est fait rejeter avant même d'avoir eu une chance. Les filles pensent que Karara en a juste marre des garçons et de leurs bêtises. Redo est d'accord pour dire que Karara a vraiment changé, car elle était autrefois joueuse. Toujours à plaisanter avec ce sourire éclatant et taquin, c'était la fille dont il était tombé amoureux. Plus tard dans la journée, pendant le service de nettoyage, une des filles demande à Karara d'emmener les manuels dans la salle des professeurs. Karara accepte, mais refuse de porter les livres des garçons. À ce moment-là, Redo arrive et propose son aide. Karara ne dit pas oui, mais elle laisse les livres des garçons derrière elle pour qu'ils les portent, et lui ordonne de faire en sorte que sa présence dégoûtante reste à au moins 1 mètre d'elle en marchant. Alors qu'il marche, Redo lui dit qu'elle ne doit pas se soucier autant de ce que les gens pensent, même si elle a changé. Karara a l'air offensée. Elle s'avance soudainement, mais s'arrête et dit que son changement ne se produit pas comme ça, et qu'il y a une raison que Redo ne comprendrait pas. Elle s'éloigne en direction des escaliers, mais glisse. Redo parvient à la rattraper juste à temps, et dans ce moment d'héroïsme maladroit, il obtient un peu plus que ce à quoi il s'attendait, atterrissant sa main d'abord dans ses courbes douces. Il essaie de s'excuser, mais Karara rougit furieusement, ne dit rien, puis s'enfuit. Plus tard dans la journée, après l'école, Redo voit une nouvelle urgente sur une autre attaque extraterrestre. Cette fois sur une autoroute. Il y a 5 ans, ces extraterrestres insectoïdes appelés Keshichu ont commencé à attaquer la Terre, provoquant la panique. Un professeur explique que ces extraterrestres se nourrissent du désir humain, en particulier de la luxure, laissant les gens engourdis et désintéressés par les rapports sexuels, ce qui menace l'humanité d'extinction car la reproduction s'arrêterait. Pendant ce temps, un concert pop a lieu à proximité. La chanteuse porte une tenue minimaliste, et en plein spectacle, son haut se défait, comme prévu, dévoilant son corps à la foule, tandis que les fans acclament. Un des Keshichu apparaît et commence à se régaler. L'extraterrestre aspire le désir de tous ceux qui sont là, y compris la chanteuse, les laissant vides et sans émotion, sans aucun désir dépravé. À ce moment-là, Redo entre en scène tel un héros dramatique, gardant encore des rancunes contre les extraterrestres après ce qu'ils ont fait à Karara. Avec sa montre Temu Bendis, il utilise toute l'énergie en lui pour frapper l'alien. Jusqu'à l'oubli, mais cela fait aussi exploser ses vêtements. Frustré, Redo va voir le professeur excentrique Anoju, le scientifique derrière la montre, Zero Gear, un dispositif qui amplifie l'énergie dégénérée pour combattre les aliens. Redo se plaint de l'excès d'énergie qui ruine ses vêtements, car cela devient coûteux d'acheter de nouveaux uniformes. Mais Ju n'a pas de solution et diminue simplement l'énergie. Au lieu de cela, il demande si Redo a trouvé le dernier membre de l'équipe. Redo demande à Ju s'il a trouvé un nouveau membre, et lui suggère de rejoindre, mais Ju décline car il est trop vieux, et le Zero Gear ne fonctionne bien qu'avec les jeunes qui ont encore un désir débordant et incontrôlable, donc ce n'est pas adapté pour lui. Puis Ju rappelle à Redo pourquoi il est devenu combattant au départ. Redo se souvient du jour où les Keshichu l'ont attaqué, lui et Karara, et de l'événement qui l'a marqué, la changeant complètement, et maintenant, Redo ne veut plus que personne finisse comme elle. Le lendemain, Redo s'excuse auprès de Karara à propos de l'escalier. Incident, et elle s'éloigne en l'ignorant toute la journée. Même après l'école, Redo n'abandonne pas. Il lui dit qu'il est désolé, même si elle ne veut pas lui parler ou lui pardonner. Il s'apprête à lui avouer ses sentiments lorsque, soudain, le même Keshichu d'avant apparaît. Karara se fiche de peur, et Redo se précipite devant elle, prêt à se battre. Mais son énergie est épuisée et il ne peut pas donner un autre coup. Le Keshichu menace de prendre Karara, mais Redo ne le laisse pas faire, alors il lance un essuie son visage avec une serviette, attrape Karara et s'enfuit en tenant sa main. Il se cache sous l'ancienne structure du terrain de jeu, leur endroit d'enfance. Et là, Karara sent quelque chose d'étrange s'agiter en elle. Redo pense qu'elle sera en colère, mais ce n'est pas le cas, et elle le laisse tenir sa main. Ce simple contact déclenche quelque chose en elle. Pendant des années, elle a enfermé ses émotions, mais ça semble différent, et à cause du toucher de Redo, elle ne peut pas se retenir. Son désir refoulé jaillit, et le débordement. Une énergie remplit le Zero Gear de Redo comme jamais auparavant. Il réalise que l'énergie de Karara est quelque chose d'autre, bien au-delà de tout ce qu'il a jamais ressenti. Pendant ce temps, la Keshichu continue sa frénésie, évoluant et devenant plus forte. Quand elle finit par les retrouver, Redo demande à Karara de lui faire confiance.
Ensemble, ils combinent leur énergie et portent un coup massif et explosif, qui détruit la Kishichu ainsi que leurs vêtements. Redo est excité par cette montée en puissance, tandis que Karara est mortifié à cause de ça. Révélant son Jello tout frais au monde, Redo se fait instantanément gifler, et il s'excuse de l'avoir entraîné dans son chaos, mais lui dit la vérité, il n'aurait pas gagné sans elle. Karara fait une pause. Elle se souvient de ce jour il y a 5 ans, pas quand elle a été attaquée, mais de ce que le Kishichu lui a dit. L'extraterrestre n'a pas pu absorber toute son énergie, et il a dit que son désir était trop grand pour une fille comme elle, et il l'a appelée la Didi féminine avant de s'autodétruire. À partir de ce moment-là, elle est traumatisée, et c'est pourquoi elle se coupe du monde des garçons. Mais maintenant, les choses semblent différentes, car grâce à Redo, elle veut à nouveau s'ouvrir. Karara se tourne vers lui et lui propose de l'aider, mais seulement s'il promet de ne jamais parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Redo s'apprête à répondre quand un sac lui gifle le visage. 3 filles se tiennent là, toutes 3 étant ses coéquipières, et elles sont complètement indifférentes au fait que Redo et Karara soient nus. Une des filles tend à Karara un changement de vêtements et lui remet une clé. Lorsque Karara demande à quoi ça sert, elle explique que toute l'équipe vit ensemble. Karara réalise que Redo vit avec sa propre harem étrange, et lui donne une bonne gifle. Le lendemain matin, Redo fait un rêve fou, et Karara en fait partie, lui donnant un petit coup de pouce dans l'intrigue. Elle pose doucement sa main sur lui, montrant à quel point elle se sent parfaite. Mais avant qu'il ne puisse faire avancer l'intrigue, il se réveille avec un chien assis sur sa poitrine. Cependant, ce n'est pas n'importe quel chien. C'est Runba, un des membres du dortoir, qui, ce matin, le canaille, a volé une paire de sous-vêtements appartenant à un autre membre, Momoka. Elle les lui reprend immédiatement, et elle n'est pas fâchée que Redo les ait. Mais elle est en colère parce qu'elle pense qu'il a entraîné Runba à les voler pour lui. Puis, Sora, un autre membre de l'équipe, sort sous sa couverture, en pyjama léger, encore à moitié endormi. Il se dirige vers la table à manger, et Maihime, la responsable, tend à Redo une tasse de thé avec un sourire calme. Redo plaisante en disant qu'elle est probablement la seule fille normale de l'équipe. Maihime rit simplement et dit que les autres sont aussi bien, avant de partir nourrir le chien. Juste au moment où elle s'agenouille, un morceau de sa nourriture tombe dans sa chemise, et Runba, étant le chien dépravé qu'il est, se jette directement dessus. Et Maihime ne peut s'empêcher de prendre plaisir au chien en elle. Alors que Redo et les filles vivent ensemble, Kurara refuse de vivre avec eux. Comme elle a rencontré tout le monde hier, y compris le professeur Joe, elle n'était toujours pas prête à s'ouvrir, mais elle garde sa garde. Momoka essaie d'être amicale, disant qu'ils sont tous pareils, mais Kurara n'est pas d'accord, refusant d'être regroupée avec eux. Mais Joe se range du côté de Momoka, disant que tout le monde dans le groupe a une chose en commun, un niveau élevé d'énergie dégradée. Kurara devient rouge vif et s'en va en furie, car elle ne peut pas accepter cette partie d'elle-même. Le groupe est stupéfait par sa réaction, et Joe se tourne vers Redo, lui demandant de lui parler. Redo a hésité au début, mais les autres l'ont pratiquement supplié, alors il a décidé d'essayer. De retour au présent, alors que Redo cherche encore quoi faire, un soudain sentiment de danger le frappe. Un Kashichu est apparu à proximité, et il harcèle une fille en rallongeant sa jupe plus qu'avant. Sans hésiter, Redo intervient, anéantit la créature dans le sol et disparaît avant que la fille ne puisse même le remercier. À l'école, un garçon sort en pleurs de la classe, et quand Redo demande autour de lui, ses amis disent que Kurara vient de le rejeter. Kurara est surprise de voir Redo déjà là, se sent embarrassée, et devient rapidement maladroite. Les amis de Redo demandent ce qui s'est passé entre eux, mais il balaie cela d'un revers de la main, en se rappelant de sa promesse de ne pas parler de ce qui s'est passé à la cour de récréation. Plus tard, pendant le cours de gymnastique, Kurara range du matériel quand Redo s'approche d'elle. Il veut parler, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle interrompt, en lui demandant s'il a parlé à quelqu'un de leur moment. Redo la rassure en lui disant qu'il n'a rien fait et qu'il n'a pas l'intention de répandre des rumeurs, et qu'il est là parce que l'équipe souhaite qu'elle rejoigne. Kurara se détourne, clairement réticente, et Redo ne l'empêche pas. Il dit qu'il comprend que ce n'est pas juste de lui demander de lutter contre son trauma. Cela fait hésiter Kurara. Elle se retourne et lui demande pourquoi il veut combattre le Kashichu. Redo explique que c'est à cause de ce qui s'est passé entre eux il y a des années. L'incident qui les a séparés. Il ne veut pas que d'autres perdent leurs liens comme eux l'ont fait, car personne ne devrait se voir arracher ses sentiments de force. Il lui dit même ce que Ju a dit, à propos de son énergie unique et puissante. Mais il ne la forcera pas, et affirme que si elle ne veut pas rejoindre, il l'acceptera de tout cœur. Kurara, toujours confuse, murmure pour elle-même, se demandant pourquoi ils veulent tous qu'elle tellement mal, et s'ils pensent qu'elle est une fille qui aime s'amuser. Elle se souvient d'un moment de leur enfance où elle avait expliqué à Redo un fait amusant sur les battements de cœur. Elle lui avait demandé de toucher sa poitrine pour sentir les siens. Gênée, Redo s'était immédiatement éloigné, alors elle a proposé quelque chose de plus innocent, en se serrant si fort que leurs battements de cœur pourraient s'aligner. À l'époque, c'était juste une excuse malicieuse pour se rapprocher de lui, mais maintenant, elle n'est plus cette fille. Sur le terrain, un autre Kishichu apparaît, et sa cible est le même gars que Kurara a rejeté ce matin-là. Il le maintient au sol et se moque de lui à cause de son énergie intense et étrange, liée à ses fantasmes de Kurara en maillot de bain et costume. Il avoue au Kishichu qu'il voulait juste être ami avec Kurara.
Mais elle a rejeté froidement lui et ses sentiments. Le Kiseshu propose de l'aider, disant qu'il effacera tous ses sentiments pour qu'il ne ressente plus la douleur du rejet, et qu'il sera libre de tout désir, libre de toute souffrance. Kurara regarde en cachette, hésitante. Il reconnaît le gars comme celui qu'elle a rejeté, mais ensuite elle se souvient de ce que Redo a dit, personne ne devrait voir ses sentiments pris de force. Elle se lève en tremblant et dit au Kiseshu de prendre plutôt son énergie. Le Kiseshu accepte l'offre et s'avance pour se nourrir de son énergie avec son énorme dard. Mais Redo arrive juste à temps, donne un coup de pied à son dard, et lui assène un coup de poing solide dans le ventre. Avec la décharge d'énergie, leurs vêtements se désintègrent. Redo est confus de voir que Kirara a aussi perdu ses vêtements et lui tend rapidement un vêtement de rechange de son sac. Avant qu'il ne puisse se changer, le gars de tout à l'heure revient avec la police pour se cacher. Redo et Kirara se jettent dans une voiture proche pour se cacher, leurs corps pressés l'un contre l'autre dans L'. Espace étroit, et la chaleur entre eux devient insupportable pour Kirara. Heureusement, les policiers partent sans remarquer, et les deux en profitent pour sortir discrètement afin de se changer. Kurara est plongée dans ses pensées, se demandant si elle doit rejoindre l'équipe de Redo. Elle veut se rapprocher de lui à nouveau, comme il l'était autrefois. Alors, finalement, elle prend sa décision. Elle accepte de rejoindre, non pas pour l'équipe, mais parce qu'elle ne peut pas pardonner ce que font les Kisaishu. Cependant, elle pose une seule règle que Redo ne peut pas profiter de son énergie ou de celle des autres filles. Soudain, le vent souffle à travers son couvercle de clame, révélant trop à Redo. Et il se fait frapper. Plus tard dans la journée, Kurara retrouve le garçon qu'elle a rejeté et s'excuse auprès de lui correctement. Puis elle rejoint Redo chez lui pour commencer à vivre avec les autres, et Momoka l'attrape rapidement pour faire le tour de la maison avec les filles, laissant Redo tout seul. Redo retourne dans sa chambre, enfin prêt à se reposer, mais ensuite des appels d'urgence, prévenant toute la maison d'une attaque géante de Kisaishu dans la ville. Soudain, le sol sous lui s'ouvre et il tombe directement à travers. Il atterrit en plein milieu des toilettes des filles, juste sur Kurara. Directement sur ces parcelles de vanille parfaites. Il leur demande pourquoi elles se baignent ensemble, et Momoka explique que c'est pour qu'elles puissent se rapprocher. Kurara se lève, furieuse, en criant qu'elle déteste cet endroit. Mais dans sa rage, son énergie s'intensifie et accidentellement anéantit le géant Kisaishu qui s'approchait dehors. Quelques nuits plus tard, un groupe de petits Kisaishu est en train de voler des sous-vêtements féminins, et l'équipe essaie de les attraper. Momoka se lance à l'action avec un coup de pied, tandis que Kurara attend dehors, essayant encore de tout comprendre et de s'habituer à la situation, surtout à quel point Momoka est complètement nue en plein air. Momoka dit à Kurara d'attraper un des Kisaishu qui s'échappe, mais quand Kurara essaie de le frapper, son énergie ne s'active pas, et elle finit par se faire voler ses propres sous-vêtements à la place. De retour au dortoir, Kurara se sent toujours mal à propos de ce qui s'est passé plus tôt. Maihime la rassure en disant qu'il est normal de faire des erreurs le premier jour. Mais Sora se demande à voix haute, se demandant ce qui est arrivé à cette énergie folle et puissante que Kurara a montrée il y a quelques jours. Agacée, Momoka saisit soudainement le visage de Kurara et lui demande si elle a déjà rechargé son énergie. Kurara n'a aucune idée de ce dont Momoka parle, et c'est à ce moment-là que Momoka réalise que Kurara n'a toujours rien fait avec Reto pour reconstituer son énergie. Momoka dit qu'en tant que héroïne, elles sont censées penser à quelque chose de fou chaque jour pour garder leur énergie. Elle montre ce que Kurara devrait faire et suggère même qu'elle devrait commencer à regarder des CD de Johnny Sin pour s'inspirer. Kurara, horrifiée, refuse de regarder ou de faire quoi que ce soit. Elle se dit toujours une femme distinguée, et cela déclenche Momoka. Elle attrape immédiatement les melons de Kurara et la gronde pour ne pas utiliser ses atouts parfaits à leur plein potentiel. Maihime intervient et attrape Momoka en train de s'excuser pour son comportement. Elle explique que Momoka se fâche toujours quand quelqu'un a des atouts plus gros qu'elle. Momoka le nie, disant que ce n'est pas une question de taille, mais de ce que Kurara pense de leur travail. Momoka exprime son mécontentement face à la façon dont Kurara agit comme si c'était honteux alors que ce n'est pas le cas, et qu'elle prenne tout cela au sérieux. Alors, entendre Kurara en faire une blague l'énerve. Puis Sora apparaît soudainement, donne une claque à Momoka sur la tête avec un livre, et part. Kurara reste sans voix face aux paroles de Momoka. De retour dans sa chambre, Momoka pense à la façon dont Kurara gaspille son potentiel. Surtout ses gélios parfaitement formés. Elle regarde ses propres armes et voit la différence clairement. Elle se souvient avoir grandi à l'ombre de sa sœur aînée, qui malgré tous les succès ou titres que Momoka a obtenus, tout le monde préférait sa sœur aînée à elle. Et maintenant Kurara arrive, puissante et douée, ce qui rappelle trop à Momoka son passé. En bougonnant, Momoka voit un article sur des massages qui seraient censés aider à augmenter sa taille, mais toutes les étapes nécessitent l'aide de quelqu'un d'autre, ça l'agace encore plus. Puis la télé diffuse un reportage disant qu'un bain au lait de soja pourrait favoriser la croissance. Momoka prend le conseil à cœur, alors pendant ses vacances scolaires, elle apporte des boîtes de lait dans la salle de bain et s'y trempe toute la journée. Au coucher du soleil, Rato est le premier à rentrer à la maison. Il entre dans la salle de bain, pour découvrir Momoka, allongée comme une pudding soyeux au bord de la baignoire. Elle a à peine la force de se tenir debout, alors Rato l'aide à sortir, mais Momoka, déjà dans une situation sensible. Il commence à trembler sous son toucher et en profite tranquillement.
puis Rato glisse, et tous les deux finissent par tomber. Pris de court, Momoka lance soudain une question sur sa préférence entre les grands et les petits, mais elle s'interrompt rapidement, et dit à Rato d'oublier ce qu'elle vient de dire. Elle explique trop en détail la raison du lait de soja, devient plus embarrassée, et ne fait qu'empirer les choses. Rato remarque tous les cartons de lait vides et comprend ce qui se passe. Il lui dit qu'il ne dira rien, et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Même prendre un bain dans du lait. Momoka est reconnaissante de ses propositions, et à ce moment-là, l'appareil de Rato commence à réagir, et ils réalisent tous deux que Rato pense à des choses déviantes. Rougissant fortement, Reto quitte précipitamment la pièce en disant qu'il doit se calmer. Momoka sourit, car maintenant elle comprend que la taille n'a pas d'importance dans le désir de quelqu'un. Elle repense au moment où Joe l'a recrutée pour la première fois, et à cette époque, elle pensait qu'il voulait plutôt sa sœur, mais il lui a dit. Elle avait le potentiel le plus fort pour devenir une héroïne. Et pour une fois, Momoka avait l'impression d'être enfin celle qui menait la danse. Plus tard dans la journée, lorsque Kirara rentre chez elle, Momoka s'approche d'elle et déclare que, même si le corps de Kirara est un pas en avant, elle deviendra la plus forte. Kirara n'a aucune idée de ce dont Momoka parle, mais elle hoche simplement la tête et suit le mouvement. Cette nuit-là, le même reporter qui avait parlé des bains de lait plus tôt apparaît à la télévision, s'excusant cette fois d'avoir diffusé de fausses informations, rendant ainsi l'effort de Momoka inutile au final. Quelques jours plus tard, l'école organise un cours de natation. Alors que les filles s'apprêtent à se changer, l'une d'elles découvre que ses sous-vêtements ont disparu. Kirara comprend immédiatement ce qui se passe. Elle repère un Kiseshu et se met à courir après, encore en maillot de bain, faisant la course dans les couloirs après le petit voleur de sous-vêtements. Reto la suit, car il se dit que quelque chose a dû se passer si Kirara ose courir ainsi en maillot de bain. Ou peut-être que c'est sa nouvelle façon de retrouver de l'énergie. Kirara essaie d'expliquer, mais Reto n'attend pas, il sprinte en avant, attrape le Kiseshu et le frappe hors de la fenêtre. Il récupère les sous-vêtements volés, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, les filles de la classe se méprennent et pensent qu'il est le voleur. Kirara intervient rapidement et explique que le vrai coupable a déjà sauté par la fenêtre, et que Reto ne fait que sauver les sous-vêtements. Plus tard, Kirara demande conseil à ses amis à propos des sous-vêtements, les surprenant toutes, car ce n'est pas dans ses habitudes d'aborder ce genre de sujet, mais les filles sont heureuses de l'aider. Ils lui choisissent quelques styles à essayer pour la taquiner, en demandant qui est derrière ce changement soudain. Kirara nie tout et est confuse par les choix que ses amis font, mais il lui assure que l'homme qu'elle aime céderait face à ses nouvelles sous-vêtements. Cette nuit-là, une fois que tout le monde s'est endormi, Kirara entre discrètement dans la chambre de Reto. Il pense d'abord que c'est Rumba, le chien bizarre, mais c'est Kirara. Elle enlève ses vêtements, révélant ses nouvelles sous-vêtements, et déclare qu'elle est là pour recharger son énergie et rien d'autre, alors Reto ne doit en parler à personne. Reto pense que c'est juste une autre soirée pyjama, comme celle qu'ils avaient l'habitude de faire, et Kirara pense la même chose. Kirara nie tout cela et est agacée par les choix que font ses amis. Ils se souviennent de cette nuit, il y a des années, où Reto a essayé de la taquiner en dessinant sur son visage, mais a plutôt essayé de l'embrasser, son joli visage. Elle s'est réveillée et l'a surpris, lui a lancé un défi, et il a eu peur, a fini par griffonner sur sa propre main et se rendormir. Ça agace Kirara qu'elle se souvienne de ce souvenir cette nuit. Puis soudain, par derrière, deux mains saisissent les précieuses 2 pièces de Kirara, et elle se fige, pensant que c'est Reto. Elle commence à s'amuser, mais quand elle essaie de l'arrêter, à sa grande surprise, c'est Sora, qui encore une fois oublie où se trouve sa chambre et finit par entrer en somnambulisme dans celle de Reto. Kirara sort en trombe, n'ayant rien fait après tout. Elle se sent jalouse du fait qu'une autre fille soit arrivée dans la chambre de Reto avant elle. Frustrée, elle fait accidentellement exploser sa chambre, avec les nouveaux sous-vêtements qu'elle vient d'acheter. Le lendemain matin, Joe est impressionné par la force de l'énergie de Kirara, tandis que Momoka la taquine, lui demandant comment elle a réussi à recharger autant d'énergie en une nuit. Quelques jours plus tard, sous la montagne Chichibu se trouve la cachette secrète des Kishichu, et ils ne sont plus que 3. La reine apparaît à l'écran, leur ordonnant d'éliminer l'équipe de Reto. L'un d'eux affirme avoir un plan, la reine approuve et exige des résultats. Pendant ce temps, ailleurs, Mayumi fait un rêve humide au sens propre du terme. Dans ce rêve, elle est kidnappée par un poulpe glissant et tentaculaire, le Kishichu, pour se réveiller. Poussée par la chaleur, grâce à ce chien bizarre, Rumba. Encore bouleversée par le rêve, elle se dirige vers la douche. Mais quand Reto entre nonchalamment et se tient à côté d'elle, la sensibilité résiduelle la prend au dépourvu, et elle manque de s'évanouir de surprise. Dans son école de filles, l'une de ses amies est assez audacieuse pour soulever des jupes pour s'amuser le matin. Cette amie, c'est Shi, son amie d'enfance, connue comme le prince parce qu'elle est douée en tout, de l'écriture des kanji à la danse, tout ce que vous voulez. Pendant ce temps à l'école, Mayumi est connue comme la princesse, car elle est considérée comme inutile. Et Mayumi a souvent l'impression qu'elle la ralentit juste. Plus tard, pendant le déjeuner, elles se cachent toutes les deux sur le toit. Shi essaie de remonter le moral de Mayumi, mais Mayumi n'y croit pas. Shi la complimente sur son apparence et ses plans, mais Mayumi rejette ça comme si c'était tout ce qu'elle savait faire. Shi lui suggère de rejoindre un club scolaire, en disant que ça pourrait l'aider à trouver sa voie. Mais Mayumi refuse, disant qu'elle a du travail après l'école. Curieuse à propos de ce travail secret, Shi la taquine en jouant avec ses atouts parfaits. Pendant ce temps en ville, Reto devient de nouveau
le centre de l'attention parce qu'il est torse nu. Il poursuit un Kasetsu ressemblant à une méduse dans une ruelle sombre, mais il se fait tendre une embuscade. Au même moment, des alertes d'urgence sont diffusées à l'école de Mayumi, et son Zero Gear commence à briller. Pendant que les autres étudiants se dirigent vers la salle de sport, Mayumi prend le chemin opposé pour traquer l'extraterrestre. Le Kasetsu s'introduit dans l'école. Il attaque les élèves de passage jusqu'à ce que Mayumi l'intercepte, le repoussant avec ses bras nus. La créature le reconnaît, c'est son Zero Gear, et elle sait qu'il est un héros. Elle glisse une tentacule dans ses vêtements, tournoyant autour de son corps, comme dans son rêve. Mayumi cède presque à la sensation, mais elle la combat. Elle arrache l'un des tentacules, pour réaliser que c'est en fait Reto, qui a été absorbé par le Kishichu. Et il lui avertit que le Kishichu a le pouvoir de transformer les humains en ses tentacules. Le Kishichu ne s'arrête pas, et il la défie à un vrai combat, qu'elle accepte. Elle déchaîne son mouvement spécial, sa voix puissante. Le Kishichu est enfin vaincu, mais alors que les effets s'estompent, Reto, toujours drapé sur ses épaules, revient à la normale, saisissant accidentellement les fermes gelées de Mayumi dans le processus, créant un heureux accident. Mais elles ne sont pas les seules affectées, d'autres tentacules se transforment en filles. Derrière un mur proche, Chia voit tout, et bien qu'elle ne comprenne pas ce qui se passe, elle est heureuse de voir que sa meilleure amie est capable de bien plus qu'elle ne le laisse paraître. De retour au dortoir, Karara veut parler à Reto, mais avec lui allongé sur le canapé et elle debout juste au-dessus, c'est difficile pour lui de concentre-toi, surtout quand la vue est si tentante. Il se tourne rapidement sur le côté, et Karara remarque, recule, réalisant à quel point l'angle est compromettant. Du coin, Sora, qui observe silencieusement, murmure que Kirara a un exemple parfait de corps, puis la touche distraitement avant de quitter la pièce. Kirara raconte à Mayumi, qui prépare le dîner, ce qui s'est passé, et Mayumi dit simplement que Sora semble s'être prise d'affection pour elle. Momoka intervient, disant que Sora est super secrète et qu'elle gribouille toujours dans un carnet de croquis, mais personne n'a jamais vu ce qu'il y a à l'intérieur. Momoka et Mayumi sont d'accord pour dire que ce serait bien si l'équipe se rapprochait et apprenait à mieux se connaître. Comme toujours, Momoka va trop loin et commence à taquiner Kirara avec des mains baladeuses. Mayumi essaie de l'arrêter, mais renverse le lait. Il se répand sur elle, et Ramba en profite pour commencer à lécher le lait. Juste à un endroit très suspect, et Kirara commence à comprendre comment ces deux-là se comportent. À l'étage, dans sa chambre, Kirara trouve un carnet de croquis. Par terre, ouvert sur un dessin de femme plantureuse. Il s'avère que c'est le carnet de Sora. Sora entre en courant, confuse, car personne n'a jamais vu son art. Kirara essaie de la réconforter avec un compliment. Au lieu de ça, Sora prévoit de la faire chanter et dit que si Kirara en parle, elle devra poser comme Mia Khalifa lors d'une séance photo. Kirara panique, demandant pourquoi ça doit aller aussi loin. Sora avoue que c'est son sombre secret, et que elle dessine des œuvres étranges pour recharger son énergie. Mais elle a peur d'être jugée. Kirara comprend. Elle dit que tout le monde a des petits secrets, et tant que Sora n'est pas prête, elle ne le dira à personne. Sora est touchée par cette promesse, mais en retour elle veut voir le secret de Kirara, et par secret elle entend son corps. Elle prend alors la pose comme l'une des filles françaises de Jack, et Sora lui tend une flûte à utiliser comme référence de pose. Avant que quoi que ce soit d'autre ne se passe, une alerte Kasai retentit dans les haut-parleurs. Un intrus chanceux amateur de gelée fait irruption, alors que Kirara est encore nue, rendant le croquis de Sora réalité, tandis que Redo se prend une gifle. Pendant ce temps, en ville, le Kasai cible une librairie, qui s'avère être la boutique préférée de Sora. Elle se met immédiatement en mode puissance, furieuse que ses précieux livres soient détruits. Quand il s'enfuit, Redo donne la chasse, tandis que Sora, elle active ses pouvoirs sous la forme d'ailes d'énergie. Cela surprend Kirara de voir cela, et pendant que Sora nettoie la maison, Kirara lui sert de soutien. Mais pendant que tout le monde est distrait, Kirara est kidnappée, car la commerçante n'est pas ce qu'elle semble être, c'est une Kasai déguisée. Elle traîne Kirara directement dans leur repère avec l'espoir que les autres viennent la sauver. L'équipe décide de sauver Kirara ce même jour. Sora se sent toujours coupable, car c'est elle qui était la plus proche d'elle, et pourtant Kirara a réussi à s'échapper. Mayime et Redo la rassurent, en disant que ce n'est pas de sa faute, car personne n'aurait pu savoir que le commerçant était en réalité un Kasai déguisé. Mais alors Momoka remarque qu'ils ne peuvent pas sortir comme ça, et qu'ils manquent d'énergie, alors elle propose une idée. Elle entraîne les filles dans une pièce privée et partage son plan. Au début, Mayime et Sora refusent, mais Momoka insiste en disant que c'est pour le bien de leur coéquipière, et pour sauver Kirara, elles doivent montrer leur unité et se recharger de la seule façon possible. Après un court silence, les trois filles sortent et remettent leurs sous-vêtements à Redo. Leurs Zero Gears brillent d'une énergie nouvelle grâce à la brise supplémentaire là-dessous. Redo est stupéfait par ce cadeau, et Momoka le taquine en disant que c'est pour l'aider à se recharger. Redo réplique qu'elle est clairement celle qui prend le plus de plaisir à tout ça. Ce petit moment rappelle à Momoka la fois où Redo l'a surprise pendant l'une de ses activités en solo, et elle recule, gênée. Redo se redresse et dit aux filles de devenir sérieuses, et qu'en cas de danger, il agira comme leur armure. Pendant ce temps, dans la tanière de Kishichu, les extraterrestres entourent Kirara.
Le Kissitchu capable de changer de forme explique que certains d'entre eux peuvent modifier leur apparence pour se fondre dans l'environnement d'Arata, et ils sont ceux qui attaquent souvent sans avertissement. Kirara reste sans voix. Le change-forme dit qu'il doit faire un rapport à la reine et laisse les autres la regarder. Kirara cherche discrètement un moyen de s'échapper. Elle sent une pierre derrière elle et décide d'agir. Elle fait semblant, jouant la demoiselle en détresse. Elle attire un Kissitchu plus près, prétendant qu'elle est impuissante sans son zéro gear. Il tombe dans le piège. Au moment où il coupe la corde, elle le frappe à froid avec la pierre et s'enfuit. Elle se faufile par une porte ouverte, pour se heurter à un Kissitchu muté. Il lui saute dessus, atterrissant directement sur ses plans comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, et Kirara se fige. La créature s'excuse rapidement, disant qu'elle est simplement excitée de rencontrer un vrai humain. Kirara, confuse, demande de quel type de Kissitchu il s'agit. La créature se présente comme Chacha, la première née de la reine. Mais elle est considérée comme un échec, né muté, et enfermée par sa mère depuis sa naissance. Kirara se présente, et Chacha supplie de l'aider à s'évader. Elle dit qu'elle aime la Terre, surtout ses drames. Mais sa mère prévoit de prendre le contrôle de la planète, et Chacha veut l'en empêcher. Elle sait que les humains pourraient ne jamais lui pardonner, mais elle veut au moins essayer d'aider. Kirara voit la sincérité dans ses yeux et accepte de l'aider à s'évader. Dehors, l'équipe arrive à la grotte. Il se renforce et dégage le chemin pour que Rano puisse mener la marche et rejoindre Kirara. De retour à l'intérieur, Kirara explique comment elle gagne en puissance grâce à ses désirs. Chacha est impressionnée et informe Kirara que, contrairement à d'autres Kissitchu, elle peut donner de l'énergie, pas seulement en prendre. Pour le démontrer, Chacha donne à Kirara un petit aperçu de son pouvoir, et Kirara apprécie le traitement. Mais son énergie ne monte pas. Chacha incline la tête et demande à qui Kirara pense à ce moment-là. Le visage de Kirara devient rouge, et elle crie que Chacha est ridicule. Chacha, sincèrement confuse, demande pourquoi les humains ont si honte de quelque chose d'aussi basique. Elle dit à Kirara d'être plus honnête avec elle-même. Avant que Kirara puisse répondre, une forte explosion secoue la caverne, et Kirara sourit, sachant que son équipe est là. Mais juste au moment où elle se prépare à s'échapper, le changeur de forme revient et l'attrape. Chacha essaie de la sauver, mais le Kissitchu la frappe, et dit à Chacha qu'elle n'a jamais été l'une d'eux. Mais avant d'être emportée, Kirara promet à Chacha qu'elle reviendra pour elle. Dehors, Redo se tient devant le vaisseau des Kissitchu. Le changeur de forme sort avec Kirara retenu, lançant une menace pour qu'il se rende où voit l'énergie débordante de Kirara complètement drainée. Kirara crie qu'elle est prête à se battre, mais Redo se met devant elle. Il se propose en échange, et il ne veut pas revivre le passé, où c'était Kirara qui le protégeait. Il se rend mais exhorte Kirara à se concentrer, disant que son énergie dégénérée est leur plus grande arme et n'est rien dont elle devrait avoir honte. Kirara se fige, et elle se souvient des paroles de Chacha sur l'honnêteté. Cela la ramène à une époque plus sincère, lors d'un festival d'été. Elle s'était abritée de la pluie avec Redo pour un moment à deux, et il parlait de son envie d'offrir du chocolat au garçon qu'elle aimait. Cependant, ce jour n'est jamais arrivé pour eux deux, et Kirara aurait souhaité avoir une vie normale où elle pourrait sortir avec Redo, être sa petite amie et même se frotter le ventre en privé. Mais cela n'est jamais arrivé après l'attaque des extraterrestres, et elle se sent en colère que cela lui a été enlevé. À ce moment-là, son énergie explose. Elle se libère, sa puissance s'enflamme, et elle lance une puissante explosion, envoyant le changeur de forme voler haut dans le ciel. Épuisée, elle s'effondre, mais Redo la rattrape juste à temps. Kirara, à peine consciente, lui demande de retourner sauver Chacha. À l'intérieur du vaisseau spatial, tout s'effondre, et Chacha fait la paix avec le fait que personne ne viendra la sauver. Soudain, l'endroit s'effondre, mais à ce moment-là, quelqu'un vient la sauver. Pendant ce temps, les filles trouvent Kirara et la portent en sécurité, attendant anxieusement le retour de Redo. Kirara s'inquiète qu'il ne revienne pas, mais ensuite une voix appelle depuis les bois. Et c'est Redo accompagné d'une autre Kirara. Tout le monde reste bouche bée, mais la seconde Kirara se révèle rapidement être Chacha déguisée. Kirara explique que Chacha est de leur côté maintenant, et Chacha hoche la tête et dit « Vaincre sa mère n'est pas aussi facile que de détruire la tanière ». Elle sourit et propose de les aider, pour la Terre et pour elle-même. Le matin, lorsque l'équipe revient au lieu de travail de Ju, il est surpris de voir Chacha sous la forme de Kirara. Au début, il pense que c'est une blague, mais quand Chacha révèle sa véritable apparence, Ju est vraiment choqué. Redo demande si Chacha peut rester avec eux, et Ju dit que c'est peut être possible. Mais elle devra d'abord passer par une période d'isolement et une enquête complète. Kirara s'avance immédiatement, insistant qu'il n'y a pas besoin de ça, puisque Chacha ne prévoit pas de sortir en public, et, plus importante encore, elle peut fournir des coups de pouce d'énergie. Soudain, Chacha glisse sur la jupe de Kirara, et quand elle lève les yeux, elle voit la lune briller sur elle. Voyant à quel point Kirara la défend, Ju accepte et permet à Chacha de rester au dortoir. Le lendemain matin au dortoir, Chacha se transforme en Redo et initie une petite séance un peu torride avec Kirara pour l'aider à retrouver de l'énergie. Mais avant même que ça commence, Kirara recule, gênée. Elle dit qu'elle ne peut pas le faire s'il ressemble à Redo, et dit à Chacha de ne pas imiter une personne présente, alors Chacha se transforme en Roomba, le chien bizarre.
Kirara dit que son énergie est déjà pleine, donc pas besoin de se recharger, mais Cha-Cha insiste en disant qu'elle veut juste aider, comme promis. Puis Cha-Cha quitte la chambre de Kirara et croise Redo dans le couloir. Il devient sa prochaine cible. Elle propose de l'aider à se recharger, mais Redo refuse immédiatement. Fatigué de toute cette timidité, Cha-Cha fusionne sa conscience avec celle de Redo. Et maintenant il est dans son esprit, voyant et ressentant tout ce qu'elle fait. Ils vont rendre visite à Maihime, et au début, Maihime est nerveuse. Mais quand Cha-Cha aboie comme un chien, elle fond et l'embrasse. Redo, qui peut aussi le ressentir, cède au contact peau à peau. Cha-Cha glisse sous le t-shirt de Maihime, profitant de la sensation. Et Redo est stupéfait par la dégénérescence qu'il voit. Pendant ce temps, Maihime profite pleinement du plaisir d'avoir un chien sur elle. La prochaine étape est la chambre de Momoka. Elle est en plein étirement quand Cha-Cha explique son objectif de vouloir l'aider. Momoka accepte à une condition, que Cha-Cha prenne sa forme, mais avec des attributs plus généreux. Redo, toujours piégé dans la perspective de Cha-Cha, la plaint un peu. Cha-Cha commence à aider Momoka à s'échauffer, mais sa sueur a des effets inattendus. Et Momoka commence à avoir trop chaud. Elle supplie Cha-Cha de masser ses précieux plumps, et elle adore chaque seconde. Ensuite, elle rend visite à Sora, qui est occupée à dessiner un autre manga épicé. Cha-Cha la surprend, et quand elle voit ce que Sora imagine, elle décide d'essayer. Sur Sora elle-même, ce qui suffit à faire tomber Sora de sa chaise. Puis Cha-Cha rejoint Kirara, qui est sur le point de prendre un bain, et Kirara l'invite à se joindre à elle. Redo, toujours coincé dans le corps de Cha-Cha, ne peut s'empêcher de profiter du moment avec la femme qu'il aime. Mais ensuite, il se souvient de ce que la sueur de Cha-Cha fait et lui dit de sortir de la baignoire. Mais il est trop tard, car Kirara est déjà affectée. Elle essaie de se lever mais s'effondre, et Cha-Cha dit que c'est le moment parfait pour que Redo se recharge. Elle prend sa forme et se prépare à aller plus loin. Mais Redo se défend, car il ne veut pas que cela se passe ainsi, et même s'il a des sentiments pour elle, la tromper n'est pas de l'amour, car il aime Kirara, pas son énergie. Avec une volonté de faire, Redo se force à sortir de l'esprit de Cha-Cha. Kirara se réveille peu après et suppose que tout cela était l'idée de Redo. Furieuse, elle donne à lui et à Cha-Cha une leçon terrifiante sur ce qui arrive quand on la cherche. Quelques jours plus tard, un Kissitchu apparaît en plein centre-ville. Kirara le vainc, mais pas avant qu'il n'explose et la trempe dans un liquide étrange. Elle commence immédiatement à se sentir mal, et au moment où Redo arrive, Kirara agit comme avant. Il la ramène en hâte au dortoir et appelle Joe. Il explique à Redo que c'est probablement un effet temporaire, et que le fluide du Kissitchu a sans doute ramené son cerveau à son ancien état. Pourtant, Redo pense qu'il vaudrait mieux que Kirara ne vienne pas à l'école aujourd'hui, mais elle refuse. Ne voulant pas manquer les cours, et Redo se rend compte à quel point l'ancienne Kirara est un défi. Le lendemain matin, Redo fuit déjà Kirara, car comme avant, elle est collante. En classe, elle s'assoit devant lui et écarte volontairement les jambes, essayant de lui faire une réaction. Pendant que tout le monde est confus sur ce qui se passe, un de leurs camarades dit que tous les deux agissent comme avant. Pendant le cours de sport, les élèves se mettent en binôme pour l'échauffement, et Kirara saute sur Redo, utilisant cela comme prétexte pour l'attraper. C'est alors que Redo se rend compte qu'elle ne porte rien sous son uniforme de sport. Il la traîne immédiatement à l'infirmerie et la gronde, lui disant de couvrir son jeu et d'arrêter de taquiner sa pauvre âme. Kirara sourit et demande s'il va l'envelopper lui-même. Sinon, elle restera comme ça jusqu'à la fin de l'école. Redo insiste sur le fait que ce n'est pas qu'il ne veut pas aider, mais il ne veut tout simplement pas que d'autres gars la regardent de cette façon. Kirara est ravie de son honnêteté, et elle l'attire vers elle et lui donne un petit plaisir, le laissant faire l'enveloppement tout en touchant ses jelly doux. Redo commence à s'échauffer, ses pensées s'égarant loin, mais il reste concentré. Et il l'enveloppe comme un cadeau. Soudain, cela remet le bon sens de Kirara en place, et elle redevient normale. Plus tard, il retrouve les autres. Un des amis de Redo taquine Kirara, et elle lui lance immédiatement des cônes de signalisation. Elle est contente d'être de retour, mais dans sa conscience, il y a une petite fille diabolique qui lui ressemble exactement. Pendant ce temps, Ju reçoit un appel de la branche de Tokyo, et ils ne sont pas du tout contents qu'Akishishu fasse partie de l'équipe. Quelques jours plus tard, au milieu du trottoir, deux garçons jettent un regard indiscret sur des filles, mais se font arrêter par deux filles au look intimidant. Au début, les filles les réprimandent, mais l'une d'elles finit par taquiner à la place. Elle dit qu'apercevoir quelque chose comme ça demande de la chance, et au lieu de regarder en bas, il devrait essayer de regarder en haut. Les filles s'éloignent et montent sur un pont piétonnier, et c'est à ce moment-là que les garçons comprennent enfin la mission. Pendant ce temps, de retour dans le dortoir de Redo, il prend son petit déjeuner en regardant les nouvelles. Le rapport évoque un nombre croissant de personnes qui sèchent l'école et le travail, parce que leurs rêves sont plus attrayants que la réalité dont elles ne parviennent pas à se réveiller. À l'école, son professeur et ses camarades de classe sont absents, pris dans le même piège. De retour au dortoir, les filles se baignent ensemble comme d'habitude et admettent avoir remarqué une situation similaire se produire autour d'elle. Cha-Cha dit que quelque chose ne va pas, comme une anomalie, et elle a déjà une bonne idée de qui en est responsable. Elle déclare que cela doit être Akishishu, car depuis que sa mère, la reine, ayant disparu, le reste des Akishishu a commencé à agir de manière indépendante, et ça devient incontrôlable.
Ils décident donc qu'ils doivent se battre, mais avant ça, Momoka rassemble d'abord de l'énergie avec Kirara. Plus tard, l'équipe reçoit une adresse et se dirige vers un vieux bâtiment. Dès qu'ils entrent, les Akishishu parlent à travers les haut-parleurs, traitant Chacha de traître pour avoir pris le parti des humains. Momoka s'avance et défie les Akishishu de cesser ses bêtises et de commencer se battre, railler la voix de l'extraterrestre pour avoir sonné comme une vache en chaleur. Cela le déclenche, et l'Akishishu accepte, déclarant que leur principal adversaire est leur propre désir. En un instant, toute l'équipe s'endort. Reto commence à rêver du moment où lui et Kirara étaient proches, et dans ce rêve, Kirara est sa petite amie, qui est plus audacieuse et risquée. Puis soudain, il y a 4 versions d'elle, toutes lui demandant laquelle elle aime le plus. Et Reto lui dit qu'il les aime tous, des plus étranges aux plus strictes. De retour à la réalité, les 2 filles du pont apparaissent et s'approchent de l'endroit en tant qu'agente de la branche de Tokyo, Shiko et Moena. À l'intérieur du rêve, Chacha parvient à entrer et essaie de réveiller Reto. Mais il ne veut pas partir, car il est heureux là-bas dans son propre harem Kirara. Chacha lui demande si c'est vraiment ce qu'il veut, vivre uniquement dans l'imagination. Et elle propose même de se transformer en Kirara et de lui donner tout ce qu'il désire. Finalement, Reto accepte, et la Kirara de son rêve lui demande de rendre la vraie elle heureuse. Chacha lui tend son 0 de vitesse, et il doit pincer sa joue pour se réveiller. Le Kisichu, sentant le changement, essaie de plus en plus de le garder piégé. Mais Shiko et Moena parviennent à localiser l'extraterrestre. Le Kisichu demande comment il résiste à l'influence, et Shiko explique qu'il s'endorment, mais les effets ne les touchent pas fortement. Une fois que Reto se réveille, les autres sont encore piégés dans leurs rêves. Puis, une explosion éclate dans une autre pièce. Reto entre en courant et trouve Shiko et Moena déjà déshabillés. Moena indique que Chacha est un Kisichu, alors Shiko attaque immédiatement, mais Reto saisit rapidement Chacha, déclarant qu'elle est son amie. En entendant cela, Shiko réalise qu'il doit s'agir de l'équipe dont on parle, qui aurait un allié Kisichu. Et elle n'est pas impressionnée. Elle donne un coup de pied à Reto et lui dit de ne pas se vanter simplement parce qu'il en a un de son côté. Puis elle essaie d'emmener Chacha, mais Reto tient sa jambe, refusant de lâcher prise. Shiko s'enthousiasme et propose un défi, celui qui peut résister à un débordement d'énergie dégénéré gagne Chacha. Reto n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire jusqu'à ce que soudainement, Shiko prenne son visage avec ses pieds et s'asseye sur sa poitrine. Reto essaie de se concentrer sur ses sentiments pour Kirara afin de se prévenir de céder. Et Chacha dit à Moena que Reto est déjà entraîné, donc il ne va pas se laisser exciter aussi facilement. Pendant ce temps, dans le rêve de Kirara, elle voit une version de Reto choisissant l'ancienne version d'elle-même. Cela la secoue pour la réveiller, et avec la prise du Kisichu brisée, Kirara parvient à réveiller les autres. Dans l'autre pièce, Reto tient toujours bon, et Shiko commence à craquer. Moena dit qu'il est impossible que Reto la batte, mais Chacha ne veut pas simplement regarder. Elle saute des bras de Moena et mord l'épaule de Reto pour lui donner un coup de pouce. Ça marche, et Reto devient fou. Il attrape d'abord Moena, lui prête beaucoup d'attention, et la submerge complètement comme s'il était Johnny le prime depuis toujours. Shiko panique, sachant à quel point elle est sensible et que son Zero Gear n'est pas conçu pour la booster, mais pour contenir son pouvoir. Elle sait que si Reto brise ses défenses, cela signifie qu'il est plus fort que le Gear lui-même. Et c'est le cas. Lorsque la poussée disparaît enfin, Reto est choqué de voir que les 2 filles sont complètement conquises par lui, car il ne se souvient même pas de ce qui s'est passé. Moena commente qu'il est rare de perdre contre un gars comme lui, tandis que Shiko reste dans le déni pendant que Moena se moque d'elle. Reto ne se soucie de rien de tout ça. Il attrape Chacha, prêt à retourner vers les autres. Mais, sous le choc, Shiko l'arrête et lui demande son nom. Juste quand il pense que c'est fini, le Kisichu se relève, plus grand que jamais. Il frappe Shiko, mais Reto réagit et la sauve à temps. Puis Kirara et les autres arrivent pour le soutenir. Avec un coup de poing en équipe de Kirara et Momoka, le Kisichu est enfin vaincu. Après la bataille, Kirara demande qui sont ces 2 étrangers, et Reto explique que Shiko et Moena viennent de la succursale de Tokyo. Momoka reconnaît Moena, car elles se connaissent déjà du passé. Reto demande si Shiko a abandonné son jeu étrange, mais Shiko pointe tout l'équipe et dit avec audace qu'un jour, elle gagnera. Elle ajoute que, d'une manière ou d'une autre, elle obtient ce qu'elle veut, et c'est Reto. Puis les 2 filles s'éloignent, laissant Reto confus, toujours persuadé qu'elle veut Chacha. Quelques jours plus tard, après le cours de gym, Kirara a toujours ce petit démon qui flotte autour d'elle sous la forme de son ancien moi. La casse-cou, la sauvage, la version brutalement honnête. Cette petite succube pousse sans cesse Kirara à se déchaîner, mais Kirara l'ignore toujours. Depuis cette attaque visqueuse de la guêpe Kisichu, elle hallucine cette version. Elle l'appelle la Kirara sombre, une manifestation de son côté obscur. Au début, elle n'apparaissait que dans ses rêves, mais maintenant, elle apparaît même quand Kirara est éveillée. Ce qui est pire, c'est que Kirara déteste les vêtements qu'elle porte. Black Kirara ne cesse de la taquiner sans arrêt jusqu'à ce que Kirara finalement craque et lui crie de se taire et de dégager. Mais à son insu, Reto l'entend. Il reste figé sur place, s'excusant immédiatement, pensant qu'elle était en colère contre lui pour une raison. Kirara essaie d'expliquer, mais Black Kirara lui chuchote que c'est sa chance de saisir plus près de Reto, puis lui donne une poussée qui
fait tomber Kirara droit dans ses bras. Cela les déstabilise tous les deux, et Black Kirara roule des yeux en murmurant qu'ils sont tous les deux irrécupérables. Elle s'assoit sur l'épaule de Reto, sourit en coin, et propose de leur montrer comment faire. Épuisée, Kirara repousse Reto. Il tombe, et elle s'enfuit, se sentant dépassée. En essayant de reprendre son souffle, elle exige de savoir comment Black Kirara a pu lui faire ça. Mais Black Kirara se contente de hausser les épaules et dit la vérité, elle n'est qu'une hallucination. Et elle ne peut pas toucher physiquement Kirara, donc, elle n'est qu'une projection des pensées de Kirara. Elle suggère qu'au fond, Kirara souhaite être serrée dans les bras de Reto. Kirara crie que ce n'est pas vrai, mais personne d'autre ne peut voir Black Kirara. Et tout le monde pense que Kirara perd la raison. Devant la porte de l'école, Reto s'inquiète pour Kirara quand Shiko arrive et dit qu'elle a besoin de lui parler. Elle commence par s'excuser de l'avoir frappé avant, puis, elle demande en passant si la fille blonde Kirara est sa petite amie. Reto répond que lui et Kirara ne sortent pas encore ensemble, et Shiko lui tapote maladroitement l'épaule en taquinant qu'il vient de se faire rejeter. Puis elle sourit en coin et demande s'il veut voir ses formes de près. Reto refuse catégoriquement l'offre, mais Shiko propose quelque chose de plus audacieux. Qu'ils deviennent amis d'entraînement pour s'aider à recharger leur énergie. Elle lui tend rapidement son numéro et s'éloigne. Plus tard dans la journée, Shiko lui envoie une photo de sa nouvelle lingerie pour voir sa réaction. Mais quand elle veut en voir plus, elle envoie une photo en pied. Mais avant de l'envoyer, elle hésite, et soudain quelqu'un frappe à sa porte. Ce qui l'a fait accidentellement l'envoyer. Embarrassée et paniquée, Shiko regarde son téléphone. Mais Reto lui répond simplement que peut-être son téléphone a été piraté. Le lendemain, alors que Reto et Kirara se rendent à l'école, Shiko est déjà en train d'attendre. Elle tend à Reto un bento, disant que puisqu'ils ont déjà tout partagé, il n'y a pas besoin d'embarras. Kirara intervient, disant que Shiko ne peut pas simplement recruter Reto comme ça. Shiko la repousse, soulignant que Kirara n'est même pas sa petite amie, et n'est même pas son amie d'entraînement. Elle chuchote que seul Reto peut éveiller son énergie érotique, ce qui confond Kirara, et s'éloigne. Au déjeuner, Kirara n'a que du pain, tandis que Reto se régale du bento parfaitement préparé par Shiko. Cela énerve Kirara, et ensuite Kirara Noir intervient, déclarant que Shiko est sa rivale. Cette nuit-là, Kirara Noir continue de la taquiner. Elle rappelle à Kirara qu'elle et Reto vivent sous le même toit, donc elle a l'avantage du terrain. Elle suggère de le dominer et de voir ce qui se passe. Kirara refuse, mais Kirara Noir l'avertit que, tôt ou tard, quelqu'un volera Reto. Pendant que Reto est dans la salle de bain, elle fait semblant de ne pas savoir et entre tranquillement. Mais à l'intérieur, Reto est en plein milieu d'une nouvelle expérience avec Chacha, en train d'analyser l'effet de morsure d'île il y a quelques jours. Kirara entre au moment précis où Reto la bête s'active. Il se jette sur elle, les mains explorant sauvagement. Elle réagit avec un coup de poing solide pour le sortir de là. Kirara pense qu'il est indécent, mais Chacha l'arrête rapidement, et Reto explique ce qu'est son mode bête et ce qu'il essaie de comprendre. Il suspecte que Shiko ne le sait pas, et il pense simplement qu'il est une bête sous la couette. Reto s'excuse de l'avoir attaqué, disant qu'il ne s'en souvient pas mais suppose que quelque chose s'est passé. Kirara dit que ce n'est pas grave, car c'est elle qui est entrée sans frapper. Cependant, elle lui dit d'arrêter d'utiliser le mode bête, car c'est trop dangereux. Le lendemain matin, Rato fait un rêve où une voix lui dit que s'il veut plus de pouvoir, il doit suivre ses besoins physiologiques. Il ne comprend pas, mais quand il se réveille, Chacha est sur lui. Il la pousse immédiatement en disant qu'il est beaucoup trop tôt pour ce genre d'énergie. À la table à manger, une nouvelle boisson énergisante attend. Sora et Maihime n'ont aucune idée de ce que c'est, mais Rato est pressé, et il la prend sans réfléchir. Quand Momoka apparaît, elle leur dit que la boisson restaure leur énergie dégradée, et elle est choquée d'apprendre que Rato l'a prise. Après l'école, alors qu'il s'apprête à la boire, Shiko arrive et lui propose plutôt une collation. Reto demande pourquoi elle apparaît toujours dans sa ville, et Shiko dit qu'elle vient juste de finir manipuler un Kisechu à proximité, mais Reto dit franchement qu'elle n'a probablement pas d'amis. Shiko se défend en disant qu'elle a des amis, mais ses mots s'éteignent. Et, gênée, elle attrape la boisson et l'avale d'un trait. Elle tend le reste à Reto, mais avant qu'il ne puisse le prendre, Kirara apparaît. Shiko dit qu'elle parlait justement de la boisson et la lui offre à la place. Kirara la goûte et dit que c'est bon. Shiko, en revanche, dit que c'est bizarre. Puis les deux filles commencent à beaucoup transpirer et elles agissent soudainement comme si elles étaient ivres. Reto réalise que c'est à cause de la boisson, et les deux filles se lancent alors un défi de bataille de karaoké, en entraînant Reto avec elle. Là, pendant que Reto sort pour aller chercher leur boisson, les filles concluent un marché. Celle qui fera gagner le plus d'énergie à Reto gagne. Quand Reto revient, les deux filles sont déjà déguisées. Shiko commence fort, chuchotant à l'oreille de Reto et se rapprochant de lui. Kirara refuse de reculer, elle glisse le micro entre son endroit précieux et lui dit de chanter. Shiko augmente la mise en plaçant le micro entre ses jambes. L'énergie monte rapidement, et la pièce plonge dans le chaos, tandis que le cerveau de Reto court-circuite complètement. Quand son énergie atteint son paroxysme, il explose, faisant éclabousser le jus d'orange, sur des endroits que les filles ne dérangeraient pas. Quand elle rentre chez elle, Kirara blâme encore Black Kirara. Mais même elle admet qu'elle n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Kirara lui demande enfin ce qu'elle veut vraiment, et Black Kirara se contente de sourire et
Elle dit qu'elle n'est rien de plus qu'un produit de l'inconscient de Kirara, un rappel de la promesse qu'elle lui a faite, celle de vouloir faire de Reto la sienne. Quelques jours plus tard, Ju emmène l'équipe en excursion à la plage, disant que c'est un cadeau du siège, tandis que Chacha reste au bureau avec Ramba, elle est donc prise en charge. À leur arrivée, Ju repart immédiatement, disant qu'il viendra les chercher le lendemain. Les filles sont ravies, sachant qu'elles ont toute une plage déserte pour elles. Mais alors qu'elles s'amusent dans l'eau, un concombre de mer s'accroche soudainement à la main de Kirara. Elle panique, tandis que Sora le prend calmement avec son habituel visage impassible. Sora dit que les concombres de mer ne sont pas dangereux, alors Kirara essaie de jouer avec. Mais la bestiole lui projette un liquide étrange. Sora pense que ça pourrait être une nouvelle espèce. Soudain, elles entendent un cri de Maïhime, et en courant vers elle, elles voient que elle est entourée de plusieurs concombres de mer, ce qui les effraie toutes. Plus tard, de retour au motel, le propriétaire s'excuse pour le retard et explique que les invités ont été rares ces derniers temps à cause du problème des concombres de mer. Elle leur conseille de ne pas retourner à la plage pour des raisons de sécurité et les informe qu'une équipe d'extermination est envoyée. À leur surprise, c'est l'équipe de Chico. Chico est stupéfaite de voir Kirara et son équipe là, et vice-versa. Pendant que Chico parle à toute vitesse, une fille timide, avec des lunettes s'incline poliment devant Kirara et les autres. Pendant ce temps, Reto revient des toilettes et tombe sur un femboy, demandant où se trouvent les toilettes. Il le remarque sans la moindre hésitation. Mais lorsque le femboy voit son équipement zéro, il dit à Rato qu'il est un grand fan de lui. De retour dans le hall, Chico s'agace en apprenant que son équipe est là pour le travail. Alors que l'équipe de Kirara est en vacances, Sora suppose que l'agence a prévu cela dès le départ, pour que les deux équipes s'entendent. Puis Rato et le femboy reviennent, et tout le monde fait connaissance correctement. La fille avec des lunettes s'appelle Yona, et le femboy est Tuma. Avec ça réglé, les deux équipes retournent à la plage. Reto, Tuma et les autres se rassemblent pour discuter si un Kisetsu pourrait être à l'origine du problème des concombres de mer. Au début, ils prennent cela au sérieux, jusqu'à ce que Chico, Moena et Yona commencent à jouer avec les concombres de mer, les pressant jusqu'à ce qu'ils éclatent. Ils expliquent que tout cela fait partie de leur plan pour attirer le Kisetsu. Les choses deviennent rapidement étranges alors que les filles commencent à apprécier ces créatures visqueuses beaucoup trop. Reto tire rapidement Tuma à part, et il est soulagé d'avoir un autre gars autour, et ne comprend pas le ratio des sexes dans chaque équipe. Tuma explique que c'est parce que les filles sont plus sensibles que les garçons, mais il s'inquiète d'une possible attaque de Kisetsu. Reto dit qu'il est prêt car il a encore beaucoup d'énergie, et qu'il ne recule pas devant un combat. Tuma est impressionné par sa confiance et demande immédiatement à Reto d'être son mentor. Il avoue qu'il n'est pas courageux et qu'il fait souvent échouer l'équipe à cause de sa maladresse. Lorsqu'il entend parler de la capacité de Reto à se renforcer grâce à son énergie dégénérée, il est émerveillé. Reto n'est pas sûr si c'est un compliment ou juste bizarre, car se renforcer par l'excitation n'est pas vraiment quelque chose dont il se vante. Mais Tuma est sérieux et lui demande de lui apprendre à être comme lui. Reto ne sait pas comment l'expliquer, mais il promet tout de même d'aider Tuma du mieux qu'il peut. Il demande ensuite à Tuma à quoi ressemble son énergie, mais avant que Tuma puisse répondre, les filles crient. Le Kisetsu apparaît et explique que ces concombres de mer tournent autour de leur cible, la rendant sensible et drainant leur énergie. Reto trouve rapidement un plan, il va distraire le Kisetsu, et Tuma aidera à libérer les filles. Il est prêt à frapper, mais il remarque qu'il n'a plus d'énergie. Et Tuma voit les concombres de mer accrochés au dos de Reto. Ne pouvant pas utiliser son attaque du coup de poing unique, il suggère que Tuma doit être celui qui le termine. Tuma a encore peur, mais Reto l'encourage en lui disant que peu importe ce qui arrive, il le soutiendra, et que même s'ils sont dans des équipes différentes, ils restent amis. Cela motive Tuma, et ils affrontent l'alien. Reto est prêt à ce que Tuma passe à l'action, mais, à sa grande surprise, Tuma le pousse par derrière. Lorsqu'il voit Reto tomber juste sur les filles, dans un tas doux de buns et des courbes gélatineuses, l'énergie de Tuma passant, surmultipliée par son désir d'être un spectateur. Il déchaîne tout sur le Kisetsu, l'éjectant d'un seul coup, tandis que Reto reçoit une claque de Kirara. Après tout ça, ils se détendent tous dans le bain à remous, et tout le monde est fier de Tuma pour avoir vaincu son premier Kisetsu. Yona remercie Kirara et les autres pour leur aide, et, en récompense, les invite à Tokyo pour des petites vacances. Puis les filles, bien qu'elles n'aient pas d'armure scénaristique, profitent tout ensemble du coucher de soleil. Pendant ce temps, Tuma remercie personnellement Reto aussi, en lui frottant le dos. Reto, confus, demande pourquoi Tuma continue de cacher son corps. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la serviette glisse, et tout s'explique. Le lendemain matin, Reto se réveille et trouve Tuma très dénudé. Il essaie de le couvrir, mais à ce moment-là, les filles entrent. Momoka et Chico tirent immédiatement des conclusions hâtives. Elles accusent Reto d'être gourmand, essayant de tout garder pour lui. Et il se propose à lui à la place. Plus tard, en remerciement d'avoir résolu le problème de l'oursin de mer, le propriétaire de la station leur offre un petit déjeuner complet offert. Puis, à cause de leur invitation à Tokyo, Reto dit à Joe de ne pas se donner la peine de venir les chercher. Et Joe en est plus que reconnaissant, car il a besoin de repos après être resté éveillé plusieurs nuits à finir les costumes pour l'équipe. Pendant ce temps, à Tokyo, Yona emmène le groupe à Akihabara.
Shiko, avec ses propres intentions cachées, garde un œil sur le score de puissance de chacun et commente que le groupe est trop grand et pourrait déranger les autres. Elle propose donc de se diviser en 2 équipes. Elle espère secrètement finir avec Reto, mais les autres rejettent son idée, arguant que les scores d'énergie sont privés. Maihime propose de décider avec pierre-papier-ciseaux à la place, et tout le monde accepte. Reto se retrouve avec Maihime, Sora et Tuma, ce qui agace à la fois Karara et Shiko, qui veulent être avec lui. Yona les emmène dans un café à chouettes, et à l'intérieur, ils voient toutes sortes de chouettes. Tuma désigne 2 qui ressemblent à Reto et Karara, et Reto prend rapidement une photo. Yona taquine en disant qu'ils ont l'air très proches, et Reto, gêné, fait semblant de ne rien voir. Pendant ce temps, Shiko emmène Karara dans un magasin pour adultes, et Moana remarque décontracté que le rez-de-chaussée est pour les souvenirs, tandis que le vrai matériel est à l'étage. Momoka dit que cela pourrait servir de booster d'énergie d'urgence, mais, se sentant gêné, Karara s'enfuit pour se changer les idées, tandis que Shiko finit par lui acheter un jouet champignon à la place. Shiko demande alors pourquoi la relation de Karara avec Reto n'avance toujours pas. Karara refuse de répondre, et Shiko dit que parce que Karara hésite, elle va essayer de le séduire pour elle-même, et elle avertit Karara d'être prudente, car quelqu'un pourrait s'immiscer dans cet espace entre eux. De retour avec le groupe de Reto, Yona les conduit à une salle d'arcade. Sora apprécie les jeux de tir tandis que Maihime panique pour tout. Et Tuma veut essayer les jeux en réalité virtuelle. Reto trouve un simulateur de rencontre en VR où il joue un garçon et son ami d'enfance qui l'aide à étudier. Il décide d'essayer, mais c'est un piège. Yona le trafique pour pouvoir essayer d'être l'ami d'entraînement de Reto, comme Shiko l'avait suggéré. Elle se lance, le laissant augmenter son énergie. Reto est presque pris au piège, mais enlève le casque en disant qu'il a déjà quelqu'un qu'il aime et que ce n'est pas son truc. Yona affirme rapidement qu'il a mal compris et explique que ce n'était pas romantique. Mais elle voulait simplement essayer la tendance de l'ami pratique dont elle avait entendu parler. Reto la coupe immédiatement, en disant que personne ne fait ça, et Yona s'excuse. Yona admet alors que l'équipe de Reto est admirable, car ils prennent leur rôle de héros au sérieux et ne plaisantent pas, contrairement à la sienne. Reto dit que ce n'est pas bizarre, c'est juste que, lorsque les choses deviennent sérieuses, il reste concentré. À la fin de la journée, le groupe se sépare à la gare. Reto dit qu'il doit aller aux toilettes, et Sora avertit, pour qu'il ne soit pas en retard ou ils partiront sans lui. Quelques instants plus tard, il se retrouve laissé derrière. Perdu et ne sachant pas où aller, Reto erre, jusqu'à ce qu'il tombe sur Kirara, qui se sépare également de Momoka. Les deux finissent par rentrer ensemble, et Reto brise le silence. Il lui montre la photo de la chouette qui lui ressemble, et Kirara dit qu'elle préfère celle qui lui ressemble. Reto devient confus et demande où elle est allée et si elle a acheté quelque chose à Tokyo. Kirara devient embarrassé, disant que c'est quelque chose que Shiko a acheté et laissé derrière. Lorsque le train atteint leur station, Kirara se lève rapidement et ne remarque pas que son épingle à cheveux tombe. Quand il remarque qu'elle est manquante, Reto demande au personnel de la gare de l'aider à la retrouver. Kirara essaie de l'arrêter, mais il s'en va déjà. Elle veut dire que ça va, et qu'elle peut en acheter une nouvelle, mais elle réalise alors qu'elle ne se souvient pas quand ni où elle l'a obtenue. Ils cherchent jusqu'à la tombée de la nuit et finissent par la trouver. Ils remercient tous les deux le personnel, qui dit à Reto de raccompagner la dame chez elle puisqu'il se fait tard. Sur le chemin du retour, Reto tend la main pour prendre celle de Kirara, mais elle se retourne et lui demande s'il connaît l'histoire derrière la pince à cheveux. Elle explique qu'elle a du mal à se souvenir de quoi que ce soit avant leur première rencontre lors du Kisetsu, et que s'il le sait, elle veut l'entendre. Reto suggère qu'elle a peut être oubliée parce qu'elle ne voulait pas se souvenir. Mais Kirara insiste, tenant sa main et demandant à nouveau. Alors Reto cède, et il explique que la pince à cheveux était un cadeau d'anniversaire qu'il a acheté pour lui faire une blague en prévoyant de faire sa demande en mariage et dire que si elle voulait l'épouser, elle devrait porter l'épingle. Il avait prévu de rire et de dire que c'était une blague, mais quand il a vu que sa réaction était si mignonne, il a abandonné la blague et l'a prise au sérieux. Reto ajoute que, bien qu'elle ne sache pas d'où vient l'épingle à cheveux, elle a commencé à la porter juste après. Mais après l'attaque de Kisetsu, elle a changé et a commencé à agir froidement envers lui. Kirara se sent coupable, car elle ne se souvenait de rien d'eux. Et tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle aimait le peigne à cheveux. Mais maintenant, elle réalise qu'elle a été fiancée à Reto tout ce temps. Soudain, elles entendent un bruit derrière les buissons. Elles se tiennent prêtes à se battre, mais ne voient qu'un raton laveur fouillant dans les poubelles. Il renverse le sac en papier de Kirara et s'enfuit. À l'intérieur du sac, Reto trouve le jouet champignon et il danse. Kirara insiste désespérément en disant que c'est celui de Shiko, pas le sien. Reto demande pourquoi elle ne l'a pas donné à Moena, et Kirara réalise à quel point c'était idiot. Reto la taquine en disant que ça va, et que ça montre simplement qu'elle commence à prendre le rôle de héros au sérieux. Gêné, Kirara le frappe et l'impact active l'énergie de Reto, ce qui finit par ruiner ses vêtements. Juste à ce moment-là, quelqu'un s'approche, et Kirara tire rapidement Reto derrière le banc, lui offrant une vue parfaite du chaos. Puis Kirara porte la veste de Reto pour cacher ses vêtements abîmés. Dans le silence, elle avoue qu'elle se sent coupable, pour éviter Reto à cause de ses propres principes. Mais maintenant, elle veut lui donner sa réponse à cette vieille proposition, sérieusement cette fois.
Cependant, il devra attendre qu'ils effacent complètement les Kissitchu. Derrière tout cela, la reine des Kissitchu tire les ficelles. Et déguisée en humaine, elle prévoit de détruire l'agence des héros. Le lendemain matin, lorsque Reto et Kirara retournent au dortoir, Chacha les salue. Avec un sourire taquin, et elle a changé de look pour des cheveux courts. Chacha leur dit qu'ils vont chez Ju ce soir, bien qu'elle ne soit pas sûre de ce qui lui est arrivé après que Maihime et les autres l'ont récupéré. Plus tard dans la journée, Reto combat un Kissitchu près de la rivière. Il devient imprudent, et la créature parvient à le piquer avant de disparaître. Chacha explique que lorsqu'un Kissitchu pique un gars, il peut transformer son Excalibur en une belette. Reto ne comprend pas tout de suite jusqu'à ce qu'une véritable belette sorte de son pantalon. Et si elle ne retourne pas là où elle appartient, il ne récupérera pas son précieux épée. Alors ils la poursuivent. Pendant ce temps, en ville, une nouvelle gouverneure apparaît, faisant un discours sur ses objectifs et ses idéaux. Quand Chacha lui passe devant en courant, elle ressent quelque chose d'étrangement familier, mais elle l'ignore et continue de courir après Reto. Quant à Reto, quelque chose commence à changer. Il parvient à attraper la belette avant le coucher du soleil, mais son corps s'est déjà complètement transformé en femme. Chacha l'exhorte à rendre la belette pour éviter de rester ainsi. Quand Reto se voit enfin dans le miroir, il est tellement étonné de sa mignonnerie qu'il laisse tomber la belette à nouveau. Maihime rentre juste à temps et le voit, mais ne le reconnaît pas dans sa nouvelle apparence. Reto se présente comme sa propre sœur, Hiro. Maihime accueille chaleureusement Hiro et s'en va préparer du thé. Et, réalisant qu'il ne porte rien, Reto s'excuse et va aux toilettes. Dans la salle de bain, Momoka et Karara lavent Runba quand elle trouve la belette. Reto sent son Excalibur à proximité, ouvre la porte et surprend les filles. Maihime leur dit que c'est la sœur de Reto, mais Karara, qui connaît Hiro personnellement, fait remarquer qu'elle a l'air différente de la dernière fois. Quant à la belette, Runba essaie de l'attraper, mais le chaos éclate et Karara et Momoka glissent toutes les deux, et elles finissent par entraîner Hiro dans le bain avec elle. En se baignant, les filles interrogent tranquillement Hiro sur les préférences de Reto et s'il aime quelqu'un. Karara s'introduit timidement, et il leur dit que Reto n'a pas changé du tout depuis des années. Puis Momoka et Karara commencent à laver la belette, mais comme Reto peut tout ressentir ce qu'il vit, il devient tellement embarrassé qu'il essaie de s'enfuir, glisse et se cogne, et se transforme accidentellement en lui-même. Karara explose immédiatement de gêne, réalisant qu'elle vient de poser toutes ces questions au vrai Reto. Dehors, Sora regarde les infos en lisant une bande dessinée. Elle regarde un reportage sur un professeur lié à la mairie Priant. Affaires inappropriées avec des étudiants, qui s'avèrent être jus. Cela se produit sous les nouvelles règles établies par le gouverneur, et tandis que l'équipe regarde. Avec choc, Momoka insiste sur le fait que cela doit être un malentendu. Chacha se souvient que Ju lui avait donné un disque dur au cas où il lui arriverait quelque chose. Elle le charge et montre le contenu à Reto, en expliquant qu'elle a récemment installé la combinaison 0 pour lui. Reto l'essaie, et ça fonctionne, lui donnant une combinaison complète. Chacha dit que c'est fait avec ses cheveux, et offre à la fois un boost de puissance et une protection, donc plus de vêtements abîmés. Cela fait se demander à Reto si Ju est arrêté à cause de ça. Puis un appel du QG arrive. Ils disent ne pas connaître tous les détails non plus, mais l'équipe est instruite de rester discrète, et le dortoir sera fermé pour l'instant. Une semaine plus tard, Reto rentre chez lui. Sa vraie sœur Hiro est surprise de le voir, et plaisante en disant que le dortoir a dû fermer parce qu'il a fait quelque chose de bizarre. Reto ne discute même pas, trop épuisé et toujours inquiet de ce qui va suivre. Le lendemain matin, Kirara semble joyeuse. Elle dit que c'est agréable de faire une pause dans le travail de héros, et prend même le Zero Gear de Reto, lui disant de profiter d'une vie scolaire normale avant de récupérer son Zero Gear. Puis la saison des festivals d'été commence. L'ami de Kirara lui demande d'inviter Reto et ses amis pour pouvoir les rencontrer. Kirara accepte, excitée à l'idée d'un rendez-vous imprévu avec Reto. Le jour du festival arrive, mais Reto n'est pas là. Un des gars dit qu'il est occupé, alors Kirara finit par traîner avec les autres. Pendant une pause aux toilettes, elle se dirige vers la rivière et trouve Reto allongé, couvert de bleu et épuisé. Elle se précipite à ses côtés, et Reto explique qu'il a combattu un Kissitchu, oubliant que Kirara avait son Zero Gear. Kirara le gronde en disant que la soirée devait être paisible. Reto s'excuse simplement, et dit qu'il ne pouvait pas laisser le Kissitchu festoyer ce soir. Pas pendant un événement aussi bondé. Puis il se souvient des feux d'artifice, et informe qu'ici le Kissitchu va frapper. De retour au festival, 3 hommes sont déjà inconscients à proximité, et le Kissitchu se prépare à remplacer les feux d'artifice par une arme. Reto se prépare à se battre à nouveau, mais Kirara lui attrape le bras, lui rappelant qu'ils ne sont pas autorisés à intervenir. Mais Reto dit qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre soit traumatisé comme elle l'a été. C'est la raison pour laquelle il se bat, et que s'il ne peut pas aider la romance des autres, il ne pourra jamais aider son propre amour. C'est à ce moment-là que Kirara réalise que Reto est vraiment sérieux au sujet d'être un héros. Elle appelle Black Kirara et retrouve son énergie, lui disant qu'elle va l'aider. Puis, avec un baiser sur la joue, son équipement s'active. Son costume se forme, et elle donne un coup de poing à pleine puissance directement dans le Kissitchu. Elle fait son travail et remet à Reto son équipement. Le reste de l'équipe arrive peu après, et avoue qu'ils traquent tous aussi le Kissitchu.
Plus tard, en se promenant dans l'enceinte du festival, Chacha aperçoit un pamphlet présentant le nouveau gouverneur, et son visage lui semble étrangement familier. C'est alors que Reto partage sa théorie selon laquelle le nouveau gouverneur est en réalité un Kishichu métamorphe, qui prévoit de détruire l'agence des héros de l'intérieur. Le lendemain, l'équipe commence à suivre le nouveau gouverneur. Mais comme seul Chacha peut percevoir la présence du Kishichu métamorphe, il n'y a pas d'autre choix que de la laisser prendre les devants sur cette mission. En chemin, Chacha semble soudain incertaine, et elle demande si elle aide vraiment l'équipe, car depuis la fermeture de l'agence, les filles s'occupent d'elle. Mais elle a l'impression de ne rien avoir fait pour elle. Reto la rassure en lui disant que Chacha est importante pour l'équipe, car sans elle, ils n'auraient pas leur combinaison, et ils ne pourraient pas retrouver ce Kishichu. La filature dure des heures et coûte une fortune en taxi, mais maintenant l'équipe doit trouver comment approcher la résidence du gouverneur. Chacha se propose comme appât, car elle peut aussi changer de forme, alors elle se porte volontaire. Maihime essaie de l'arrêter, disant que c'est trop dangereux si le gouverneur est vraiment un Kishichu, mais Chacha insiste pour vouloir aider, pour remercier l'équipe de l'avoir accepté. Et si elle se fait prendre, elle fait confiance à leur volonté de venir la sauver. Chacha se déguise en livreuse. Au moment où elle pose les yeux sur le gouverneur, ils savent tous les deux. Maihime essaie de l'empêcher. Lorsque leurs mains se touchent, le pouvoir de la reine s'empare d'elle, et Chacha est capturée. Maihime est la première à se précipiter après elle, suivie de près par les autres. Ils trouvent Chacha dans une des pièces, où le gouverneur attend, puis le gouverneur se révèle être la reine du Kishichu. Elle semble ravie que Chacha ait amené les autres, et elle révèle fièrement sa forme humaine en affirmant qu'elle est la mère de Chacha. Reto lui fonce dessus, mais la reine esquive facilement tout en tenant toujours Chacha. Elle explique que la pièce est faite d'un matériau immunisé contre leur énergie. Puis elle les enferme à l'intérieur. Pendant un moment, Momoka se demande si Chacha les a trahis. Mais Maihime rejette cette idée et dit qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange dans les yeux de Chacha plus tôt, comme si elle n'était pas elle-même. Dans une autre pièce, la reine est assise avec Chacha, essayant de la faire manger. Chacha refuse, mais d'un simple toucher, la reine l'hypnotise à nouveau, lui disant que le vrai festin arrive bientôt. La reine se remémore qu'ils ont toujours dû se déplacer de planète en planète parce qu'ils drainent chacune trop rapidement. Mais maintenant, elle a un nouveau plan pour récolter de l'énergie des gens. Sans fin, en les maintenant au travail et en drainant leurs désirs. D'une manière ou d'une autre, Chacha se libère du contrôle de sa mère. Pendant ce temps, les autres sont toujours piégés. Ils essaient tout, de brûler de l'énergie à la force brute, mais la porte ne bouge pas. Momoka suggère une méthode, qui est interdite dans leur équipe, et c'est qu'ils le fassent ensemble. Kirara se tend immédiatement. Maihime est d'accord, disant qu'il n'y a pas moyen de générer autant d'énergie à moins qu'ils fassent avancer l'intrigue ensemble. Kirara est complètement contre, surtout, à l'idée que Reto touche quelqu'un d'autre. Mais Black Kirara apparaît, disant que c'est la seule solution. Kirara propose une solution, éteindre les lumières, afin que personne ne voit ce que les autres font. Les lumières s'éteignent, et la première à attraper Reto est Momoka. Elle attrape son pantalon, mais Reto rampe rapidement loin. Puis Momoka trouve Maihime, la prenant pour Reto, et lui lèche le ventre. Mais Maihime laisse échapper un autre nom, Reto, essayant d'éviter le contact, commence à renifler, mais finit par renifler Sora, ce qui envoie Sora voler contre le plafond. Finalement, Reto trouve la main de Kirara, juste au moment où elle s'apprête à y aller seule. Ils basculent ensemble sur le lit. La main de Reto se retrouve coincée sous le gâteau de Kirara, et son visage atterrit sur ces montagnes de gâteaux. Dans une position qu'aucun homme ne peut résister, le Zero Gear de Reto s'active instantanément. Dehors, Chacha court vers la pièce verrouillée, prête à se battre. La reine tente de raisonner avec elle, disant que si Chacha se rend, elle lui pardonnera tout, même son existence. Mais Chacha déclare qu'elle ne peut être ni humaine ni Kishichu, mais qu'elle sait qu'elle fait partie de cette équipe. À ce moment-là, les autres s'activent et se transforment en leur combinaison complète. Chacha court droit vers Maihime, et l'équipe est à nouveau réunie. Sora attaque par derrière, tandis que Momoka porte un kunai. La reine, tout en ressentant les dégâts, reste calme. Elle loue le goût de leur énergie, trop bonne pour être gaspillée. Puis elle invoque la créature qu'elle nourrit depuis tout ce temps, une énorme créature semblable à une pieuvre. L'équipe se fait attraper par ses tentacules, et seuls Reto et Kirara parviennent à s'échapper. Les autres les encouragent à poursuivre la reine, disant qu'ils peuvent gérer la créature. Mais plus l'équipe utilise d'énergie, plus la créature grandit. Chacha se transforme en chien et mord les trois, leur donnant un coup de pouce énorme. Leur puissance passe en mode monstre, et ils explosent la créature dans une explosion d'énergie. Pendant ce temps, Reto et Kirara se précipitent pour affronter la reine. En chemin, Reto s'excuse pour ce qui s'est passé plus tôt, et Kirara l'accuse de l'avoir fait exprès. Mais Reto argue qu'elle a aussi apprécié, ce qui finit par lui valoir une gifle. En voyant Kirara seule, la reine lui mord l'épaule. Son pouvoir lui permet de contrôler l'esprit de n'importe quel Kishichu, y compris ceux qui ont ne serait-ce qu'une trace de son sang. Comme Kirara a cette trace, Dark Kirara prend le contrôle de son corps et fait en sorte que Reto la touche dès son arrivée. Reto essaie de résister, mais il ne veut pas perdre Kirara à nouveau, alors il cherche un moyen de la ramener. Il se souvient de sa seule faiblesse, qui est d'être complimenté.
Alors il commence à la complimenter sur son courage, son entêtement, sa facilité à stresser. Et à quel point elle est magnifique. Il se livre entièrement. La vraie Kirara devient toute rouge, et juste au moment où Reto s'apprête à avouer. Elle reprend ses esprits et l'interrompt. Reto sourit, sachant que c'est vraiment elle. Elle l'aide à se relever, et tous deux unissent leur énergie, comme la première fois. Mais cette fois, ils le font ensemble. Ils frappent la reine de toute leur force, et la reine savoure le frapper, réalisant que c'est le pouvoir qu'elle a cherché tout ce temps. Elle encaisse l'explosion, riant, et disparaît. Reto demande à Kirara sa réponse à la promesse qu'elle a faite, lui rappelant qu'elle répondra à sa proposition une fois qu'ils auront gagné. Mais Kirara rougit et se détourne, disant qu'il reste encore des Kiseshu dehors, et que le combat n'est pas fini. Reto accepte son destin, et admet que s'y attendre signifie rester près de la fille qu'il aime, alors il attendra aussi longtemps qu'il le faudra. Commentez ci-dessous. L'énergie dégénérée si vous avez regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.